Bonsoir à toutes et tous. Il n'y a pas en France de racisme qui soit légal. Nulle discrimination en fonction des origines, de la culture ou de l'apparence physique n'est formellement inscrite dans nos lois. Dans la pratique sociale, cependant, le racisme est une réalité vécue en permanence au quotidien par les populations issues de l'immigration non européenne principalement. Toutes les enquêtes le montrent. Qu'elles portent sur les pratiques de la police, bien sûr, ou sur les discriminations à l'embauche, les discriminations au logement, etc. L'État français a été condamné à plusieurs reprises en la matière, notamment par les instances européennes et même par les instances nationales. Malgré cela, les idées de racisme systémique et de racisme d'État restent dans le débat français hautement polémiques. Toute la droite les rejette, bien sûr, mais aussi une partie de la gauche ou supposée gauche. La négation de l'existence même d'un racisme structurel, cette évidence, va naturellement de pair avec la respectabilisation accélérée du Rassemblement national et de ses obsessions sur l'immigration. Pour faire le point là-dessus, on reçoit le politiste, historien de l'université d'Évry, Olivier Lecourt-Grandmaison, qui vient de publier un livre intitulé « Racisme d'État, État raciste, une brève histoire ». Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonsoir Olivier Lecourt-Grandmaison. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce petit livre donc, qui vient de paraître aux éditions Amsterdam, qui est une synthèse très précise, très utile sur ces notions historiques, conceptuelles, racisme d'État, État raciste. Vous ouvrez votre livre sur un épisode dont on se souvient peut-être. Jean-Michel Blanquer, à la fin de l'année 2017, fait tout un buzz médiatique, tout un scandale, parce qu'un syndicat de Seine-Saint-Denis a organisé un stage au cours duquel il annonçait un débat sur, je cite pour être précis, le racisme d'État dans la société, avec deux notions, donc l'État et la société. Jean-Michel Blanquer, donc alors ministre de l'Éducation nationale, s'était insurgé et il avait été suivi en cela, en dénonçant aussi le fait que ce syndicat avait préparer l'organisation de discussions en mixité non raciale, pour que les gens directement concernés soient entre eux, disons. Il avait été suivi, Blanquer, par une bonne partie de la représentation politique, y compris, si je me souviens bien, vous le dites d'ailleurs, le Parti communiste. On l'a vu notamment à l'occasion de cette affaire, mais c'est un phénomène plus large, une sorte de retournement de la part des éditorialistes qui suivent les hommes politiques à cet égard, retournement en quelque sorte, j'allais dire du stigmate, ce serait les antiracistes qui sont racistes, puisqu'ils intégreraient de manière abusive, au fond, la notion de discrimination raciale qui n'existerait pas, la notion de race qui va avec. Oui, alors l'épisode de Jean-Michel Blanquer pourrait être considéré comme une sorte d'épisode sans lendemain, mais ce n'est pas le cas. J'en veux pour preuve notamment qu'à la suite de l'assassinat de Jean-Michel Paty, Jean-Michel Blanquer s'est livré non plus seulement à une attaque en règle contre une organisation syndicale, mais il s'est également livré à une attaque en règle, et c'est sans précédent, pour autant que je m'en rappelle, dans l'histoire de la Ve République, contre l'institution universitaire, contre le CNRS, contre les enseignants du supérieur, en estimant que ces enseignants et ces chercheurs se faisaient les porte-parole d'une accusation qui est aujourd'hui devenue très commune, des extrêmes droites jusqu'au parti du gouvernement, qu'ils se faisaient l'expression du wokisme et autres billevesées et accusations du même tonneau. Alors ça repose sur une construction discursive, politique, idéologique qui est devenue une sorte de vérité quasi officielle, selon laquelle un certain nombre de concepts utilisés dans les universités par les chercheurs qui s'intéressent aux discriminations systémiques, à la xénophobie d'État, au racisme d'État, seraient des concepts forgés aux États-Unis, d'une part, et d'autre part, des concepts forgés par des militants afro-états-uniens réputés d'extrême gauche. Alors, cette rhétorique permet de disqualifier doublement ce type de concept. D'une part, en raison des origines nationales des dix concepts, États-Unis, comme si d'ailleurs la validité d'un concept était liée à sa nationalité. Par repoussoir, les États-Unis, c'est les communautés. Voilà, exactement. C'est pas chez nous, quoi. La validité
l'absurdité d'un concept ne dépend évidemment pas de sa nationalité, c'est une absurdité palpable. Et la seconde rhétorique permettant de disqualifier ce type d'approche et de recherche, c'est évidemment d'imputer ce type de concept à des militants d'extrême gauche et de faire croire par conséquent qu'il ne s'agit pas véritablement de concept, mais qu'il s'agit d'accusations portées par une idéologie extrémiste. Et l'un des objectifs de l'ouvrage était de rappeler que, notamment, la catégorie de racisé a été forgée par Colette Guillaumin dans un ouvrage qui s'appelle « L'idéologie raciste », qui a été publié dans les années 1970, donc ce n'est pas exactement hier. Et deuxièmement, que le concept de racisme d'État a fait l'objet d'un cours très connu et maintenant très célèbre, parce qu'il est publié aux éditions Gallimard Seuil, de Michel Foucault en 1976, dans un cours qui s'appelle donc « Il faut défendre la société », et où Michel Foucault utilise la catégorie de racisme d'État pour essayer de penser des mutations liées à l'avènement de ce qu'il appelle la biopolitique. Et c'est dans une large mesure lié aussi au développement de la colonisation, cette émergence d'un racisme d'État tel que Foucault, de son côté, la conçoit. Alors, à la fin du 19e, cette biopolitique vient effectivement s'articuler d'une part avec l'émergence, alors en Europe et ailleurs, mais en France en particulier, de ce qu'il faut appeler un racisme dit scientifique, c'est-à-dire... Oui. Rappelons-le, si c'est un racisme dit scientifique, c'est un racisme élitaire. C'est un racisme qui a été forgé dans les laboratoires et les centres de recherche, disons-le en ces termes, de la Troisième République avec des financements de l'État. Je pense en particulier au développement de l'anthropologie physique et notamment l'invention de la phrénologie, saluée par la Troisième République, et qui va effectivement déboucher sur des politiques publiques, notamment dans les colonies, reposant sur la hiérarchisation des races et faisant des indigènes, pour diverses raisons, pour des raisons raciales, pour des raisons sexuelles, pour des raisons d'infériorité culturelle et civilisationnelle, des individus et des collectivités particulièrement dangereuses, ce qui va légitimer effectivement ce que j'appelle dans un autre ouvrage un état d'exception permanent dans les colonies et des dispositions parfaitement discriminatoires privant les indigènes, faut-il le rappeler, jusqu'en 1945, des droits et libertés fondamentaux, à quoi s'ajoute à l'encontre de ces indigènes des dispositions répressives qui ne sont opposables qu'à eux et qui constituent bien, à l'évidence, dans les colonies, un racisme d'État. Mais ajoutez que Foucault est également très sensible aux mécanismes par lesquels des dispositions, des pratiques et des représentations qui ont pu fonctionner dans les colonies ont été importées en métropole. Je prends juste un exemple qui est développé dans l'ouvrage. Et là, ça porte sur des populations, comme ils disent, nationales et étrangères, et la question des gens du voyage, des Roms, qui font l'objet de processus de racisation, d'infériorisation, et qui se voient imputer, c'est très classique dans les phénomènes de racisation, qui se voient aussi imputer une dangerosité sanitaire qui va justifier des dispositions discriminatoires au nom, justement, et ça a à voir avec la biopolitique, au nom de la défense de la société, au nom de la défense des membres de la société, et au nom de la défense de la sécurité sanitaire des membres de cette société. Dans une logique hygiéniste, donc. Dans une logique hygiéniste où les races inférieures sont pensées comme susceptibles de corrompre à la fois physiquement, moralement, et évidemment par le biais du sang, les races dites supérieures, en général et en particulier. Tous les racismes, et ça vaut également pour l'antisémitisme, sont mixophobes, c'est-à-dire sont hantés par la crainte du métissage, réputée être une source essentielle de corruption. Vous avez publié un livre en 2014 qui s'appelle « L'Empire des hygiénistes », donc un sous-titré « Vivre aux colonies », qui développait cette thématique. Après votre travail sur l'indigénat, dont vous parliez à l'instant, ce statut juridique donc, qui inscrit dans la loi l'infériorité de certaines populations, en particulier aux colonies, de l'indigénat en 2010, donc à la découverte « Anatomie d'un monstre juridique, le droit colonial en Algérie et dans l'Empire français ». Alors, bien sûr, à la fin du 19e siècle, avec, disons, le développement, l'efflorescence du colonialisme, en particulier en Afrique, c'est mise en application politiquement, mais c'est quand même une atmosphère générale, disons, dès le milieu du 19e siècle. En Europe, je pense aux travaux de Gobineau notamment, je pense aux théories tirées du darwinisme, Darwin lui-même ayant rapidement rejeté l'idée justement d'une compétition entre les races, mais d'autres s'étant appuyés plus ou moins sur ses travaux, notamment Spencer, pour
faire une sorte de darwinisme social, hein, même si le mot n'est pas juste. Il y a quand même une idée qui est développée, un bain, disons, culturel en Occident, dans lequel s'inscrivent les politiques coloniales républicaines, mais qui est plus large que ça. Alors il y a un bain absolument. Des études ont montré, et j'ai repris, essayé de montrer également, dans un ouvrage précédent qui s'appelait « La République impériale, politique et racisme d'État », justement, comment émerge à la fin du 19e, au début du 20e siècle, en France et dans l'Hexagone, donc nous sommes bien en France républicaine, ce qui a été qualifié par des auteurs comme étant l'avènement d'un racisme républicain. Je vais prendre simplement un exemple. Lorsque Jules Ferry, à l'occasion d'un débat très important de l'été 1885, défend une perspective coloniale et notamment le vote de crédit de guerre pour l'invasion de Madagascar. Jules Ferry a cette phrase célébrissime: « Il est du devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures ». Alors, ce discours a été interprété à juste titre comme un discours de légitimation de ce que Hannah Arendt appelait la course à l'Afrique, et relativement à la France, effectivement, le début d'une grande, entre guillemets, aventure coloniale qui va faire de la France, entre 1885 et 1913, la seconde puissance impériale du monde, ce dont les républicains sont très fiers parce qu'ils en sont les acteurs. Mais ce discours est également, à l'évidence, l'expression, on pourrait dire en ces termes au fond chimiquement pure et très pédagogique, hélas, du racisme, dans la mesure où Jules Ferry, tout en étant parfaitement républicain, est aussi parfaitement convaincu, effectivement, qu'il existe une hiérarchie des races et qu'à ce titre, les races inférieures ne peuvent pas et ne doivent pas jouir des droits et libertés démocratiques accordés aux races supérieures. C'est effectivement ce qui va s'appliquer dans l'Empire français jusqu'en 1945. Et c'est un racisme bien intentionné, au fond, parce qu'il faut quand même rappeler que Jules Ferry appartient, c'en est même l'un des grands-pères, disons, à la gauche de gouvernement. Absolument. Alors, c'est très important de rappeler deux choses, parce que souvent, et aujourd'hui encore, c'est vrai du côté de ce qu'il est convenu d'appeler l'antiracisme moral, que je préfère qualifier d'antiracisme individualiste pour différentes raisons. C'est aussi ce qui est souvent repris dans certains médias, la thèse selon laquelle, au fond, les pratiques racistes, les propos racistes, les attitudes racistes seraient au fond liées à la faible culture des individus et au fait, pour reprendre des catégories empruntées à Bourdieu, qu'il disposerait d'un faible capital académique et culturel. Or, ce que montre l'avènement du racisme scientifique, c'est exactement l'inverse. C'est que c'est d'abord avant tout l'émergence d'un racisme scientifique, donc élitaire, qui a produit des effets extrêmement importants sur les élites politiques, administratives, juridiques et universitaires de la Troisième République, qui est à l'origine progressivement d'un racisme populaire, d'autant plus d'ailleurs, faut-il le rappeler, que l'école laïque fondée par le même Jules Ferry, dans un certain nombre de manuels de cette école laïque, on retrouve exactement le même type de représentation. Et que ces représentations, évidemment, étant donné la mise en place de l'école laïque publique et obligatoire, ont fini, bien sûr, par avoir des effets très concrets sur la représentation que se faisaient, disons, les élèves, éventuellement leurs parents, des autres, dès lors que l'autre n'avait pas la couleur adéquate et qu'il était effectivement perçu comme appartenant à une race supposément inférieure. Ce constat historique, dans une certaine mesure, il est contre-intuitif, puisqu'il montre qu'en réalité, c'est des élites, et même des élites progressistes, que vient, en bonne partie en tout cas, le racisme, le développement du racisme et son durcissement, son entérinement en quelque chose, si ce n'est même éventuellement son implantation. Ça rejoint un questionnement comme celui de Jacques Rancière, ou en tout cas, même peut-être un constat avancé par Rancière, selon lequel en réalité, on a beau nous dire, en particulier à droite et à l'extrême droite, mais aussi à cette nouvelle extrême droite qu'est le printemps républicain, émanation de la gauche, que les gens se sentent en situation d'insécurité culturelle, à cause de la présence de gens auxquels ils ne s'identifient pas parce qu'ils sont justement issus, ils portent des signes extérieurs d'apparence qui montrent ils ont des comportements qui montrent qu'ils sont issus d'autres aires culturelles. Il y aurait une insécurité culturelle qui serait vécue par la population elle-même, par les classes populaires. Si on regarde comment les choses se développent historiquement, mais aussi aujourd'hui, disons concrètement, quand les polémiques surgissent, quand la question de l'immigration est agitée, on se rend compte qu'il y a une forme d'implantation, un travail des autorités, des élites, pour créer le problème, peut-être même, le créer et pas seulement l'attiser. Ce qui vient d'être dit sur historiquement et à la fois scientifiquement et politiquement, l'avènement d'un racisme élitaire est évidemment aujourd'hui, me semble-t-il, toujours vrai.
Foucault attire l'attention sur ceci, que ce n'est pas parce que l'autre est différent qu'il suscite éventuellement l'indignation ou la haine. C'est parce que l'autre a été désigné comme appartenant à une race inférieure et parce qu'il se voit attribuer justement un certain nombre de qualités entre guillemets négatives et parce qu'il se voit imputer une forme de dangerosité qu'il est haï. Autrement dit, c'est un processus, c'est une construction discursive, politique, idéologique qui infériorise l'autre, le racise et attribue à l'autre un certain nombre de caractéristiques qui pensaient comme faisant peser une menace existentielle sur la communauté à l'intérieur de laquelle il vit. Alors aujourd'hui, on voit très bien quelles sont les supposées menaces existentielles que ces autres racisés font peser. Menaces à l'identité française, menaces à l'unité nationale. Et rappelez que ces menaces ne sont pas simplement, si je puis dire, menaces verbales. Cela a un prolongement juridique dans la mesure où la loi prétendument destinée à renforcer les principes républicains et au début appelée loi contre le séparatisme, objective juridiquement ce type de crainte. Elle est le produit juridique, au fond, d'une sorte de xénophobie d'État et d'un racisme d'État juridiquement formalisé qui attribue à l'autre présent sur le territoire national justement le fait de faire peser sur le territoire national la menace d'un séparatisme. Et évidemment, dès lors que la menace est pensée comme extrêmement grave, il faut, pour chercher à la conjurer, adopter au fond une disposition qui relève là, effectivement, dont on pourrait dire qu'elle relève d'une disposition d'exception. Et alors, ce faisant, il y a un déplacement du racisme depuis le biologique, où il s'est trouvé fondé en pseudosciences, comme vous le disiez à la fin du 19e siècle en particulier. C'est plus tenable, en particulier après le nazisme. Et puis la science a démontré aussi que ça tient pas debout 2 secondes, qu'il n'y a pas de race humaine. Déplacement donc du racisme pour mieux se développer, mais discrètement, hein, sans honte en quelque sorte, vers le culturel, vers le culturalisme. Oui, absolument. Alors, c'est aussi pour ça que la catégorie de racisé et de racisation forgée par Colette Guillemin est très importante, parce que ça permet de faire entendre ceci, et c'est sans doute d'ailleurs pour ça qu'elle l'a utilisé. Ça permet de faire entendre ceci, qu'il s'agit bien d'un processus discursif, politique, idéologique, qui n'a rien à voir avec la réalité, mais qui n'empêche pas le fait que des millions, pour ne pas dire des milliards d'individus, sont absolument convaincus que les races existent. Il y a des effets réels, donc. Et que ça produit évidemment des effets réels dans les relations qu'ils entretiennent avec ceux qu'ils perçoivent comme appartenant à des races inférieures. Et c'est corroboré évidemment encore aujourd'hui par toute une série de pratiques qu'il est possible d'objectiver lorsqu'on étudie de façon précise le comportement des forces de police, lorsqu'on étudie les politiques publiques à l'endroit des Roms, qui sont des politiques publiques d'une extraordinaire brutalité, pour revenir sur la question des Roms, extrême brutalité sociale, extrême brutalité policière, extrême brutalité symbolique, avec des conséquences absolument catastrophiques pour les personnes concernées, qui sont soumises à une précarisation réitérée et assumée publiquement, en raison, faut-il le rappeler, et c'est intéressant parce que ça confirme les analyses de Michel Foucault, un des arguments employés par celui qui était à l'époque soit ministre de l'Intérieur, soit Premier ministre, je ne me rappelle pas, Manuel Valls, étant que ces populations, comme ils disent, font peser une menace sanitaire sur les populations majoritaires et sur les sédentaires, ce qui justifie des actions extrêmement répressives au nom, encore une fois, de la défense de la société et de la défense de la sécurité sanitaire du groupe dominant. Alors, si on repart du droit et de ce qu'avancent ceux qui réfutent l'idée d'un racisme d'État, à savoir l'inscription ou non de mesures discriminatoires dans les textes, dans l'ordre juridique, d'un côté, et puis de l'autre, l'existence de facto, qui peut très bien être là indépendamment de la loi, de pratiques discriminatoires d'un racisme systémique. Si on parle de cette distinction, est-ce qu'aujourd'hui, dans les textes auxquels vous faites allusion, notamment la loi séparatisme, le texte qui est passé donc conjointement soutenu par la majorité macroniste et le Rassemblement national très récemment sur l'immigration, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont discriminatoires? On sait que le Conseil constitutionnel a censuré justement un certain nombre de points. Est-ce qu'il en reste quand bien même il ne resterait pas, ça ne préjugerait pas de l'existence ou non d'un racisme systémique de facto, mais c'est quand même un point important. Et votre livre, d'ailleurs, fait le départ entre racisme d'État et État raciste.
Oui, alors deux exemples pour illustrer le propos. Il peut très bien ne pas exister de dispositions discriminatoires qui, globalement, effectivement, sont soit censurées par le Conseil d'État et éventuellement censurées par le Conseil constitutionnel, comme ça a été le cas. Si on prend l'exemple des Roms, c'est très intéressant parce que la loi de 1912, faut-il le rappeler, réformée seulement en 1969, j'ai bien dit réformée, pas abrogée, n'a été abrogée, cette loi de 1912 qui établissait des discriminations juridiques à l'endroit des nomades et des populations roms, n'a été abolie qu'en 2017. Fort bien, la République était enfin, entre guillemets, fidèle à ses principes. Mieux vaut tard que jamais. Mais l'abolition de cette loi n'a nullement remis en cause des politiques publiques romanophobes dont on peut penser et estimer qu'elles sont à la fois romanophobes et qu'elles relèvent d'un racisme d'État, là aussi et là encore, parce que on voit bien que ces populations se voient, encore une fois, infériorisées et imputées toute une série de caractéristiques négatives qui justifient ce type de politique publique. Si on prend la question de la police, vous l'avez cité en introduction, aucun texte juridique organisant les forces de l'ordre, police ou gendarmerie, ne tombe sous la censure du Conseil constitutionnel. Je rappelle, et peut-être qu'on nous y reviendrons, que vous avez cité des condamnations par les institutions européennes, que l'État français a été condamné par 2 fois. D'une part, par la Cour de cassation, c'est donc une condamnation définitive, puisqu'il n'y a pas eu d'appel, et une seconde fois, en 2021, par la Cour d'appel. Quels sont les motifs de la condamnation ? La condamnation par la Cour de cassation renvoyait justement à la saisine des institutions judiciaires françaises par des jeunes racisés victimes de contrôle aux faciès. La Cour de cassation a estimé qu'effectivement, ces contrôles aux faciès ne relevaient pas de pratiques personnelles, mais que constatait qu'elles étaient systématiques, donc implicitement qu'elles relevaient bien de l'application d'une politique publique. Ce n'est pas des initiatives des agents de tel ou Exactement, tel agent. ce n'est pas même. une initiative des agents. Les hiérarchies policières non seulement acceptent, mais même recommandent de poursuivre Tout à fait. Mais ce n'est pas simplement les hiérarchies policières. Il faut remonter plus haut. C'est le ministre de l'Intérieur lui-même. Et qui peut croire, relativement à ce type de contrôle, qu'un ministre de l'Intérieur peut agir sans avoir d'une part l'aval du gouvernement, du Premier ministre et du chef de l'État ? Sous la Ve République, c'est globalement strictement impossible. Et c'est d'autant plus clair que la fin du contrôle aux faciès, c'était un objectif qui avait été reconnu à une époque par la gauche de gouvernement quand elle était à l'opposition et qu'elle voulait accéder au gouvernement dès les années 70. Et puis les gouvernements Mitterrand ne l'ont pas institué. Et ça a à nouveau été, si je me souviens bien, au programme de François Hollande, fin du contrôle aux faciès. Donc c'est une manière de reconnaître qu'en réalité, il y a un problème structurel, systémique, et que certains sont arrêtés très fréquemment et d'autres jamais. Arrêtés en plus dans des conditions qui sont souvent peu acceptables. Bien sûr, une fois au pouvoir, François Hollande s'est empressé d'oublier cette mesure. Manuel Valls a même dit qu'effectivement, il ne fallait pas faire cesser les contrôles faciès. Absolument. Alors, je finis sur la question de la condamnation par la Cour de cassation. Le jugement, qui a été condamné ? Pas les policiers qui procèdent à des contrôles aux faciès. C'est l'État. C'est la Cour qui le dit. Et la Cour ajoute que cet État, l'État français, a donc été condamné pour faute lourde. Et la Cour reprend quasiment des termes qui sont ceux du défenseur des droits et des termes aussi de la Commission nationale consultative des droits de l'homme relativement aux conséquences catastrophiques des contrôles aux faciès pour les personnes contrôlées. La Cour d'appel en 2021, pour des faits similaires, condamne de nouveau l'État français. Nous nous trouvons donc dans une situation où l'État français est en situation de récidive, ce qui pose d'un point de vue politique, disons-le philosophique et juridique, un très gros problème pour les admirateurs béats de l'État de droit, c'est que nous nous trouvons dans une situation où cet État, quand même il a été condamné par les juridictions françaises et dans d'autres cas des juridictions européennes, continue d'appliquer ce type de politique publique. Autrement dit, aucune disposition juridique, aucune condamnation, pour le moment, ne peut effectivement mettre un terme à ce type de pratique. Ce qui, évidemment, pose un très gros problème du point de vue de la beauté de l'État de droit, qui, en l'occurrence, s'affirme moins comme un État de droit que comme un État de police qui persévère, effectivement, dans ce type de contrôle et persévère, effectivement, dans, ça a été analysé à plusieurs reprises, non pas seulement dans des discriminations, mais c'est une conséquence des discriminations, c'est une forme de stigmatisation, d'humiliation réitérée et qui renvoie constamment à celles et ceux, et plutôt ceux, parce que c'est plutôt des jeunes hommes qui sont contrôlés, l'opinion selon laquelle
quand bien même ils sont français, au fond, ils sont d'abord et avant tout des étrangers qui peuvent être donc soumis à des dispositions discriminatoires. À quoi s'ajoute d'ailleurs en général, et vous l'avez en partie signalé, c'est à la fois une violence symbolique, personnelle, une violence verbale parce que souvent ils sont tutoyés, palpés, fouillés. Si jamais ils s'avisent de protester, on sait très bien qu'en général, tombe immédiatement une procédure pour outrage et que dans ce cas-là, les condamnations vont très vite et sont parfois très sévères. Parce que la magistrature suit, évidemment. Parce qu'une partie de la magistrature suit, assurément. Et on voit qu'il y a plus généralement, cette fois-ci, non pas, en incluant aussi, non pas les simples cas de contrôle aux faciès, mais de violences policières, en particulier dans les quartiers où la police se considère en guerre. C'est ce qui ressort, en fait, de ce que disent les agents quand ils doivent se justifier, comme lors du procès récent des policiers qui ont mutilé le jeune Théo. Dans ces quartiers-là, les violences policières sont sous-punies, si on peut dire, par la magistrature, et elles portent très souvent sur des racisés. Alors, il y a une enquête, c'est un sondage, je crois, donc une enquête aussi qui est parue, qui a été rendue publique ce matin, qui rappelle qu'une majorité de membres des forces de l'ordre considèrent qu'ils peuvent s'affranchir de la loi pour réaliser les missions qui sont les leurs. Autrement dit, on a bien affaire à un corps spécialisé police-gendarmerie qui considère que la loi républicaine dont les élites politiques de droite comme de gauche et d'extrême droite doit être respectée avec tolérance zéro. Mais par contre, ces corps-là spécifiques, police et gendarmerie, se voient accorder un crédit substantiel en matière de violation de la loi, au motif que cette violation de la loi ou ces violations de la loi sont adéquates aux missions réalisées. Par quoi ça démontre, je crois, au moins ceci, que cette police dont on dit qu'elle est républicaine tend en fait à s'affranchir des principes républicains et de la loi pour réaliser les missions qui sont les siennes et à s'instituer comme un corps qui n'est pas complètement dépendant du pouvoir politique, heureusement, mais qui s'arroge effectivement des pouvoirs de fait qui sont exorbitants. À quoi on pourrait ajouter d'ailleurs que depuis un certain temps, il y a au fond deux catégories sociales dans ce pays qui parviennent très vite à faire en sorte que les ministres n'appliquent pas la politique, mais appliquent la politique des syndicats majoritaires. D'une part, la police, d'autre part, on l'a vu récemment, les paysans. Et dans les deux cas, les ministres, au fond, sont moins des ministres de l'Intérieur et des ministres de l'Agriculture que des ministres des forces de police dans un cas et des ministres des agriculteurs dans l'autre, en tout cas d'une partie des agriculteurs et d'une partie des syndicats. Mais c'est ça, parce que dans le cas des agriculteurs, ce sont ceux qui sont prétendus leurs représentants à la tête de la FNSEA notamment, c'est-à-dire en fait de grands industriels dont la condition n'a rien à voir avec les hommes de base, disons. Dans le cas de la police, malheureusement, toutes les études montrent, d'une part, que ses membres votent entre au moins 70 à 80% pour le parti xénophobe, pour un parti xénophobe, d'une part, et puis d'autre part, les hiérarchies policières couvrent finalement, semble-t-il, en adéquation avec les hommes. Les études montrent aussi que, je crois que c'était Didier Fassin qui avait eu cette formule, si on n'est pas raciste quand on entre dans la police, on le devient très rapidement, sans quoi on ne peut pas y rester de toute façon, puisqu'il y a cette culture de corps, et on en revient à ce qu'on disait à l'instant, qui fait que ces hommes ont le sentiment qu'ils agissent en quelque sorte dans des territoires en guerre. C'est aussi une logique coloniale. Et on l'a très bien vu au procès de Théo qu'on a couvert ici aux médias, au procès, non pas de Théo, même s'il a pu tourner à cela, mais au procès des policiers qui ne pouvaient pas nier, puisque de toute façon tout avait été filmé. Il y avait impossibilité de nier les faits et les violences parfaitement injustifiées qui relèvent de la torture qu'ils ont infligée à ce garçon. Ils se sentaient néanmoins, ces policiers accusés, dans leurs droits. Et ils avaient l'impression qu'il était anormal qu'ils soient mis en cause parce qu'ils œuvrent finalement dans des zones de guerre où effectivement, comme le montrait l'enquête publiée ce matin que vous évoquiez, ils peuvent outrepasser le droit parce qu'il y a des objectifs supérieurs. Oui, et il faut rappeler que la chose a été analysée à plusieurs reprises aussi, qu'au fond, les quartiers populaires ont été des sortes de gigantesques laboratoires où ont été expérimentés un certain nombre de pratiques et de dispositions d'exception. Et de ce point de vue-là, à l'époque, le terme était utilisé, il n'était pas discuté. Les émeutes de novembre 2005 ont joué un rôle très important et rappelé que non seulement du point de vue des moyens matériels utilisés, mais aussi des dispositions juridiques utilisées. Faut-il rappeler que celui qui aujourd'hui jouit en raison de ses positions juste par ailleurs, dans certains cas, sur le conflit et la guerre menée par l'État d'Israël à Gaza, Dominique de Villepin, à l'époque Premier ministre,
a été le Premier ministre qui a appliqué dans les quartiers populaires de novembre 2005 une loi d'origine coloniale, qui est la loi sur l'état d'urgence, dont il faut rappeler qu'elle a été adoptée en 1955. C'est-à-dire en pleine guerre d'Algérie. Et c'est évidemment le contexte exceptionnel de la guerre d'Algérie qui a justifié le recours à une disposition d'exception, la loi sur l'état d'urgence. Et cette loi sur l'état d'urgence a suivi un processus d'extension banalisation, hélas assez classique, qui est que plus une loi est utilisée, plus une loi d'exception est utilisée, moins elle apparaît comme une loi d'exception, plus elle apparaît comme une loi ordinaire, et plus elle apparaît comme une loi ordinaire, plus elle est utilisée. De ce point de vue-là, l'application pour la première fois en France, dans les quartiers populaires en novembre 2005, de la loi sur l'état d'urgence, constitue effectivement un précédent juridique et politique absolument catastrophique, parce que ça veut dire que si des événements similaires se produisent à l'avenir, il sera tout à fait possible pour un autre gouvernement d'utiliser la loi de 1955 en argumentant sur le fait qu'elle a déjà été utilisée. Ça n'a pas posé de problème juridique et donc elle pourra de nouveau être effectivement utilisée. Et rappelez que les révoltes des quartiers populaires de l'été 2023 ont également donné lieu à la mobilisation des dispositions d'exception et de corps répressifs d'exception sous la forme des brigades, d'un certain nombre de corps spécialisés. Parce que, comme vous l'avez signalé, dès lors que la représentation qu'on se fait de ces quartiers et que les forces de police et les forces de gendarmerie sont confrontées à une situation de quasi-guerre, alors il devient parfaitement légitime d'utiliser des moyens militaires. Et rappelez, contrairement là aussi à ce qui est dit parfois, que les grenades de désencerclement et les, hélas, sinistrement célèbres lanceurs LBD, de balles de défense, sont, dans le Code de la sécurité intérieure, classés comme des armes de guerre. Et par ailleurs, je finirai sur ce point, François Sureau, académicien, avocat, paraît-il, visiteur du soir d'Emmanuel Macron. Donc il sera difficile d'accuser François Sureau d'être un islamo-gauchiste partisan du wokisme. A publié un petit opuscule, petit par la taille, mais extrêmement intéressant par le fond, qui s'appelle « Sans la liberté ». Et il débute par la description d'un policier qui procède à un contrôle au faciès ou qui participe à une manifestation. Avec quoi ? Avec un fusil d'assaut qui est une arme de guerre, et il rappelle que la police française est la seule police des États démocratiques au sein de l'UE à pouvoir effectivement procéder à des contrôles au faciès, et elle présente lors de manifestations parfaitement pacifiques avec des armes de guerre. Il faut rappeler que les émeutes de 2005 avaient fait suite à la mort de Ziad Bouna, dans des circonstances absolument typiques de la situation de ces populations massivement racisées dans ces quartiers-là, c'est-à-dire qu'ils avaient été pris en chasse, comme ça, par des policiers, je crois en sortant d'un match de foot, et s'étaient réfugiés dans une zone avec des appareils électriques et avaient finalement été électrocutés. Il y a eu donc ces émeutes qui avaient donné lieu, donc, comme vous le rappeliez, à la réactivation de cette loi de 1955, coloniale, qui datait de la guerre d'Algérie, par Dominique de Villepin. Elle avait été réactivée une fois avant 1955, mais c'était en situation coloniale, c'était en Nouvelle-Calédonie. Absolument, c'était en Nouvelle-Calédonie. Premier ministre, si ma mémoire ne me trahit pas, je crois que c'était Laurent Fabius, où effectivement, cette loi d'origine parfaitement coloniale avait été mobilisée dans ces territoires, comme ils disent, de la Nouvelle-Calédonie. Avant d'être importé en métropole, le phénomène, je fais juste une petite incise, est au fond globalement le même pour l'internement administratif. L'internement administratif est une disposition d'exception qui a d'abord et avant tout été appliquée dans les territoires colonisés sous la Troisième République, importée en métropole en 1938, à l'encontre déjà, comme on le disait à l'époque, les étrangers indésirables. Et le ministre qui importe l'internement administratif en métropole n'est autre que Albert Sarraut, ex-gouverneur de l'Indochine, plusieurs fois ministre des colonies, et à ce titre, évidemment, parfaitement au courant de la législation coloniale. Les premiers à être victimes de l'application de l'internement administratif en métropole, contrairement à la légende dorée ressassée presque constamment de la France terre d'accueil, vont être les réfugiés républicains espagnols, dont le seul tort est d'avoir franchi une frontière internationale pour échapper à l'avancée des troupes du général Franco. 450 000 républicains espagnols arrivés en France, ils ne vont pas être accueillis, ils vont être immédiatement internés dans des camps. Et rappelez que les conditions dans lesquelles ils sont internés dans ces camps sont à ce point mauvaises qu'il y a en quelques mois entre 10 et 15 000 morts.
Et rappeler simplement qu'aujourd'hui, l'internement administratif, alors qui a été juridicisé, est évidemment massivement et encore toujours appliqué à l'endroit des étrangers en situation irrégulière, mal nommés clandestins, parce que bien sûr, le terme de clandestin vise à faire croire qu'ils vivent dans les marges de la société et qu'ils font peser des menaces substantielles à l'ordre public, alors que chacun sait qu'une bonne partie de ces sans-papiers travaillent, ont parfois des fiches de paye et sont parfois utilisés dans des chantiers publics, y compris d'ailleurs pour la rénovation de bâtiments publics comme l'Assemblée nationale. Et la réalité sordide en fait, des conditions faites par l'État à ces populations-là, les immigrés en situation irrégulière, n'empêche absolument pas, il faut quand même remarquer ce cynisme et cette perversité, de panthéoniser en grande pompe Missak Manouchian, qui lui-même était entré clandestinement en France, qui n'avait pas de papier pendant bien longtemps et qui s'est vu refuser 2 fois la nationalité française. Oui, alors sur la France d'accueil, effectivement, l'exemple est tout à fait probant. Il s'est vu refuser 2 fois l'octroi de la nationalité française. Et je voudrais quand même rappeler ceci relativement à Manouchian et à tous ceux qui ont été fusillés avec lui. Ils sont morts en France, assurément. Ils ne sont pas morts pour la France, contrairement aux récupérations cocardières qui, de mon point de vue, sont assez obscènes, d'une part, non seulement assez obscènes, mais en plus de ça, contraires à la vérité historique et politique, parce que Manouchian et ceux qui ont été fusillés se pensaient comme des combattants internationalistes qui luttaient contre tous les fascismes, contre le nazisme, pour la restauration d'institutions démocratiques. Il se trouve qu'ils ont combattu en France, mais on sait bien que, sans doute et vraisemblablement, ils auraient mené le même combat en Espagne, en Italie et ailleurs, et que par ailleurs, il y a des républicains espagnols qui, après avoir combattu les troupes du général Franco, ont effectivement combattu et le régime de Vichy et évidemment les troupes d'occupation. Je crois que c'est important de rappeler que cela s'inscrivait non pas du tout dans une perspective nationaliste, mais au contraire dans une perspective internationaliste. Leur France n'était absolument pas la France aujourd'hui, leur République n'était absolument pas celle d'Emmanuel Macron et celle du prétendu arc républicain. On en a parlé ici d'ailleurs en recevant Pierre Ouzoulias, le sénateur communiste, qui avait été l'un des parrains, si j'ose dire, parmi beaucoup d'autres, de cette panthéonisation. Si on en revient à ce qu'on disait sur ces lois d'exception qui proviennent du monde colonial, du monde de l'indigénat, qui se sont développés dans les quartiers périphériques où des populations issues de l'immigration se trouvent de facto par toute une série d'effets cantonnés, dans une large mesure. Ça revient ensuite vers des membres de la population qui, eux, ne sont pas déracisés, dans les circonstances de difficulté du pouvoir quand ils n'arrivent plus à mettre en œuvre la fuite en avant néolibérale. Je pense bien sûr aux Gilets jaunes. Ces violences policières, elles ont été découvertes dans une large mesure par des gens donc, qui ne sont ni noirs ni d'origine arabo-musulmane, lorsqu'à leur tour, ils se sont mis finalement à devenir un problème pour les pouvoirs. Oui, alors ça aussi c'est très intéressant du point de vue de l'extension de pratiques policières dont on peut dire qu'elles sont exorbitantes. Après, effectivement, que ces pratiques policières et la mobilisation de moyens extraordinaires dans les quartiers populaires ont eu lieu à l'occasion, entre autres, des émeutes de novembre 2005 et à l'occasion d'un certain nombre d'autres événements. La poursuite, comme vous l'avez dit, de politiques néolibérales suscitant des réactions et des mobilisations très importantes ont débouché sur l'extension de ces violences policières très significatives. Et rappelez que de ce point de vue-là, l'observation et les constats ont été faits à la fois du côté de l'ONU et d'institutions européennes, que ce qu'il est convenu d'appeler la doctrine du maintien de l'ordre à la française est l'une des plus violentes parmi les États démocratiques et au sein de l'UE. Et la chose a été constatée, entre autres, par la responsable du Comité des droits de l'homme de l'ONU, ex-présidente chilienne, Madame Bachelet, qui a rappelé les autorités françaises à une plus grande mesure et un usage plus pondéré de la violence. C'est dire, là aussi, là encore, contrairement au discours dominant et à la doxa officielle, que la remise en cause des
la violence et les pratiques policières en France ne sont pas du tout le seul fait de quelques militants racisés ou pas, prétendument venus de l'extrême gauche, mais que cela suscite des réactions internationales et des réprobations internationales significatives, dont le gouvernement français, dont les gouvernements français, celui-là et les précédents, ce président et les précédents, n'ont strictement pour le moment que faire. Si on en revient non plus seulement aux violences policières qui dépassent d'ailleurs le cadre, on l'a vu avec les Gilets jaunes, du racisme, même si elles passent par le racisme pour s'implanter, pour se développer, et bien souvent pour se pratiquer. Il y a, j'ai l'impression, même de la part de ceux que le racisme, de beaucoup de ceux que le racisme révulse effectivement, un refus de nommer la réalité, de voir la réalité. En vous lisant, j'ai repensé, je vous l'ai dit quand on a préparé, à un entretien que j'ai lu dans Le Point il y a quelques années de Kofi Yamian. Kofi Yamian, d'origine togolaise, qui a été secrétaire d'État de François Mitterrand. Je crois que c'était le premier Africain naturalisé à siéger à un gouvernement français, qui est maire d'une petite commune en Bretagne, qui est aujourd'hui septuagénaire, était interrogé à l'occasion d'une flambée de violences policières en 2020, une de plus, mais il y en a tout le temps, je ne sais même plus laquelle, au cours de laquelle certaines personnalités publiques avaient pris position, notamment Omar Sy, je crois, et Virginie Despentes, en disant qu'il fallait que le racisme d'État cesse, en disant qu'il y avait un racisme d'État et qu'il fallait qu'il cesse. Le Point, journal de droite, s'était empressé d'aller interroger Kofi Yamian, qui, et cette interview, j'invite ceux qui nous écoutent à aller la retrouver, elle est sur Internet et elle est fascinante. Kofi Yamian fait part de son vécu et il montre à quel point il a été toute sa vie victime de racisme en permanence. Je crois d'ailleurs que dans un autre entretien, il a montré les dizaines de lettres racistes, les centaines de lettres racistes qu'il a reçues. Mais dans cet entretien, après avoir rappelé en fait son propre vécu du racisme, il dit « Ah mais attention, la France n'est absolument pas raciste. La République n'est absolument pas raciste. » Et il condamne les personnalités qui dénonce le racisme français, notamment le racisme de la police. Ça, c'est un espèce de biais cognitif, en quelque sorte, y compris là, en l'occurrence, alors par quelqu'un qui est impliqué politiquement, qui était proche de Richard Ferrand, voilà, qui a intérêt, disons, à montrer qu'il est aussi un homme d'ordre. Néanmoins, il y a quand même une sorte de dissonance cognitive que je trouve assez représentative, notamment de la gauche de gouvernement, là-dessus. Ne pas nommer les choses, mais même les dénier. Alors oui, c'est lié à ce que j'appelle, entre autres dans ce livre, grande mythologie nationale républicaine, qui repose sur deux piliers. Un de ces piliers, c'est ce que j'appelle l'exceptionnalisme. C'est au fond la thèse, pour aller vite et à l'essentiel, que la France, après avoir été la fille aînée de l'Église, est devenue la fille aînée des Lumières, de la Révolution française, des déclarations des droits de l'homme et de la République, et qu'à ce titre, elle a une place au sein des nations tout à fait exceptionnelle. On est un peuple élu, en fait. Pardon ? On est un peuple élu, une sorte de peuple élu, un peu comme les de Américains, l'émancipation et des libertés. Ouais. Et l'autre pilier, qui est une conséquence du premier, est ce que j'appelle, moi, la thèse immunitaire. C'est que justement, parce que la France est exceptionnelle, elle serait immunisée en tant qu'État, et par conséquent aussi ses institutions, de maux sociaux et raciaux qui existent aux États-Unis, éventuellement en Grande-Bretagne et dans d'autres pays, mais qui, bien sûr, en raison de l'exceptionnalisme français, ne peuvent pas exister en France. Alors, les mêmes élites politiques, éventuellement académiques, de droite et d'extrême droite, aussi sur ce point, sont prêts éventuellement à concéder qu'il y a un racisme et des discriminations résiduelles en France. C'est ça. C'est résiduel, c'est des individus. C'est résiduel, ce sont des individus, c'est ce qui est aujourd'hui qualifié comme antiracisme moral. Je récuse la formulation parce que d'une part, ça permet à ceux qui prétendent mener un combat antiraciste moral, au fond, de monopoliser la morale, alors même que, comme le montre Foucault, cet antiracisme est peut-être moral, mais surtout, fondamentalement, il est individualiste. C'est-à-dire il considère que le racisme est d'abord un phénomène individuel. Et dès lors que le constat ou le diagnostic fait et que le racisme est individuel, alors évidemment, à quoi avons-nous droit ? À une sorte de prêchi-prêcha moralisateur, où on va faire en sorte que les individus racistes ou supposés tels vont être mis en présence de l'autre, de sa musique et de sa culture, et que par cette rencontre avec l'autre et la musique et la culture de l'autre, il va cesser d'être raciste. Un, c'est totalement inefficace, la preuve. Deux, ça occulte effectivement
complètement les dimensions systémiques, institutionnelles et étatiques du racisme. Et de ce point de vue-là, c'est à la fois un biais effectivement cognitif extrêmement important, mais qui renvoie à encore une fois, je crois, aux particularités du grand roman national républicain et à ce que j'appelle donc encore une fois exceptionnalisme et mythologie immunitaire, qui vaut d'ailleurs pour beaucoup de choses et pas uniquement pour ce phénomène-là. Emmanuel Macron, à un moment donné, considérant même qu'il n'y avait pas de violence policière. Autrement dit, l'Hexagone est ce pays extraordinaire où il n'y a pas de racisme institutionnel, évidemment pas de racisme d'État, c'est un gros mot, et ceux qui l'utilisent sont immédiatement stigmatisés pour utiliser la catégorie. Et Emmanuel Macron considérant donc, in fine, qu'il n'y a évidemment pas de violence policière, puisque la violence de la police est, parce qu'elle est un corps d'État, nécessairement, de son point de vue, légitime. Mais là-dessus, finalement, il est allé tellement loin qu'on a un peu vu la perversité de son raisonnement. C'est-à-dire qu'en fait, comme il le disait directement, il ne peut pas y avoir de violence policière parce que la police est républicaine et que la République est démocratique. Donc en fait, on prend les mots et la réalité ne peut pas être en discordance avec eux, puisque justement, ces mots sont là. Absolument. À quoi s'ajoute, vous l'avez souligné, c'est tout à fait singulier, je l'écris en conclusion du livre, c'est que relativement aux discriminations systémiques, aux discriminations institutionnelles, la somme des ouvrages, des articles, des rapports, que ce soit le rapport du défenseur des droits, et quand même rappeler et souligner le dernier rapport de Jacques Toubon, défenseur des droits. Là aussi, là encore, on aura du mal à faire croire que Jacques Toubon vient de l'extrême gauche radicale française. Et il a rendu un rapport qui s'appelle « Discrimination et origine », dans lequel il pointe et rappelle l'ampleur des discriminations existant en France, et dans lequel, faut-il le rappeler, il se prononce pour une démarche intersectionnelle, parce qu'il estime qu'une démarche intersectionnelle est la seule façon d'avoir une connaissance aussi complète et précise que possible des discriminations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors la démarche intersectionnelle vise à mobiliser à la fois des critères sociaux, mais aussi des critères de race et éventuellement des critères de genre. Pour donner un exemple, si vous êtes une femme blanche, vous allez subir des discriminations liées au genre. Si vous êtes une femme noire, vous allez subir des discriminations liées à votre appartenance au genre, femme, et au fait que vous appartenez à une catégorie racisée. Si vous êtes une femme noire portant le foulard, vous allez subir 3 types de discrimination, une liée au genre, une liée à la racisation et l'autre à la religion imputée. Et donc, Jacques Toubon estime, mais il n'en est pas du tout l'inventeur, que pour avoir une connaissance, encore une fois, aussi complète et précise que possible des discriminations, il faut mobiliser ce type de démarche et rappeler que, là aussi, là encore, les gauches politiques et le Parti communiste et la France insoumise de ce vue-là sont, sur ce point-là, très précisément, extraordinairement en retard, en mobilisant et en considérant, alors sous couvert d'une sorte de fidélité à une tradition marxiste, communiste et socialiste, que le seul critère valable pour rendre compte des oppressions et des exploitations est un critère de classe et un critère social. Or, à l'évidence, ce n'est pas vrai, et c'est démontré depuis très longtemps. Les études relatives aux discriminations subies par les travailleurs étrangers sont très anciennes. Je pense notamment à une enquête très importante d'André Michel dans les années 1950, qui est une enquête sur le sort des travailleurs nord-africains, préfacée par un membre du Conseil d'État, et qui, dans sa préface et au regard de l'enquête menée par André Michel, montre effectivement, même s'il n'emploie pas le terme, que les discriminations subies par ces travailleurs nord-africains sont effectivement des discriminations systémiques et institutionnelles. Alors, cette discussion entre chercheurs, mais éminemment politiques, sur les priorités, finalement, les critères prépondérants entre classe d'un côté, racisation de l'autre. On se souvient qu'elle a rejoué récemment avec l'ouvrage de Beau et Noiriel. Oui, permettez-moi juste une précision pour qu'il n'y ait pas d'équivoque sur la démarche intersectionnelle. Il ne s'agit pas de substituer un critère de race à un critère de classe. Il s'agit de mobiliser les deux, pas plus que lorsqu'on veut rendre compte de discrimination liée au genre. Il ne s'agit pas de substituer le critère de genre à un critère social. Il s'agit de mobiliser les deux pour rendre compte de ceci, que, lorsqu'on veut rendre compte de discrimination liée au genre, il ne s'agit pas de substituer le critère de genre à un critère social. Il ne s'agit pas de substituer le critère de genre à un critère social. Il s'agit de mobiliser les deux pour rendre compte de ceci, que, lorsqu'on veut rendre compte de ceci, que
Aujourd'hui encore, dans cette magnifique France républicaine, les femmes à diplôme égal et à expérience égale, globalement, touchent des salaires inférieurs, entre 20 et 25% inférieurs à ceux des hommes. Et pour rendre compte de cette situation, on ne peut pas uniquement mobiliser un critère social. Il faut bien mobiliser un critère de genre, sinon on n'y comprend rien. Alors, ce qui est tout à fait singulier, c'est que les mêmes qui considèrent qu'effectivement, dans le cas des études et la mise au jour des discriminations liées au genre, il est indispensable de recourir à la mobilisation de ces deux critères. Dès lors qu'on aborde la question des populations racisées et des critères liés à la race, à ce moment-là, souvent, les résistances sont extrêmement importantes et on voit se développer la rhétorique et l'argumentaire très classique de communautarisme, d'importation en France de catégories qui, évidemment, en raison de l'exceptionnalisme français, sont valables aux États-Unis, mais évidemment pas valables dans le doux hexagone que nous connaissons. Parce que nous sommes universalistes, bien entendu. Parce que nous sommes universalistes, parce que nous sommes exceptionnels et parce que la République, comme chacun sait, n'a eu de cesse que de travailler à la civilisation des peuples inférieurs et des peuples autres. Comme disait quelqu'un dont le nom là m'échappe présentement, depuis que le temps que la France rayonne, je me demande comment le monde n'est pas devenu aveugle. Je voudrais qu'on termine, puisque vous montrez bien la différence entre racisme d'État et État raciste dans votre livre, sur les observations que vous faites concernant cette fois-ci les États racistes, hein, c'est-à-dire qui ont, si je comprends bien, c'est ça le critère, dans leur appareil constitutionnel, des éléments discriminatoires. Les deux grands exemples du XXe siècle, ce sont bien sûr les États-Unis, hein, jusqu'au droit, à la lutte pour les droits civiques qui débouche sur l'abolition des derniers principes discriminatoires jusqu'en 1964, donc. Hein, 67 même. 67 même, pardon. C'est la dernière abolition de dispositions discriminatoire aux États-Unis, relativement là à des dispositions de ségrégation d'un État particulier qui a dernière abolition 1967, donc c'est effectivement très tardif. C'est récent, oui. D'un côté, l'autre exemple du XXe siècle, c'est bien entendu l'Afrique du Sud. Et je rappelle que jusqu'en 2008, Nelson Mandela a été sur la liste des terroristes, hein, sur la liste officielle des terroristes pour les États-Unis. Il y a un autre exemple, clairement maintenant, depuis 2018 et la nouvelle constitution de l'État d'Israël, c'est justement cet État issu du sionisme dont on parle beaucoup, pas assez, je pense, dans les médias français en ce moment en tout cas, à propos du nettoyage ethnique auquel il est en train de se livrer. Alors oui, dans la dernière partie de l'ouvrage, j'essaie de faire la distinction entre racisme d'État et État raciste pour répondre à un argumentaire qui est au fond d'une grossièreté intellectuelle remarquable. Mais c'est sans doute d'ailleurs cette grossièreté intellectuelle remarquable qui permet de comprendre les raisons pour lesquelles cet argumentaire est à ce point, si je puis dire, populaire et partagé. Au fond, on impute à celles et ceux qui travaillent sur le racisme d'État la thèse selon laquelle considérer qu'il y a en France un racisme d'État reviendrait à mettre sur le même plan la France très républicaine avec l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid. Et on va vous dire, mais regardez, justement, il y a eu cette telle condamnation, pas suivie des faits, mais c'est pas grave, par une institution française, ça prouve qu'on n'est pas raciste. Ce qui est d'une grossièreté à la fois intellectuelle, factuelle, remarquable, et qui vise à imputer la confusion en général du locuteur à celles et ceux qui travaillent sur ce type de sujet et qui, en général, eux, sont relativement clairs sur la différence qui existe entre État raciste et racisme d'État. Pour aller à l'essentiel, effectivement, globalement, les États racistes se caractérisent par l'officialisation et le fait qu'ils reposent ouvertement sur une conception hiérarchisée du genre humain. En tout cas, différenciée. Différenciée, absolument, mais hiérarchisée, il l'assume. Elle peut être implicite. Oui, en général, elle est plutôt explicite. Et sur le fait que les catégories qui vont se trouver racisées vont se trouver soumises juridiquement à un certain nombre de dispositions qui vont les instituer comme minorités racisées, privées de droits et libertés démocratiques, et dans la plupart des cas, d'ailleurs, soumises à des dispositions répressives d'exception. Et alors, j'inclus dans cette affaire la question de l'État d'Israël, en précisant que l'ouvrage a été rédigé avant les événements du 7 octobre, mais qui, au fond, hélas, et sinistrement et terriblement, ne font que confirmer cela, dans la mesure
où il apparaît de plus en plus, d'une part, que la guerre menée par l'État d'Israël dans la bande de Gaza relève d'une guerre totale, qui repose sur l'effondrement de la distinction entre civils et militaires. Faut-il le rappeler, l'écrasante majorité des victimes à Gaza sont des victimes civiles, et l'écrasante majorité des victimes sont des femmes et des enfants. Et même la distinction humains et animaux, puisque le président, tout à fait. Je ne sais plus si c'est le président en général, je ne vais pas me tromper, mais en tout cas, une haute autorité israélienne a dit au début que les Palestiniens devaient être tenus pour des animaux. Ce qui est souvent nécessaire pour le massacre. Il faut animaliser c'est même la bestialisation de l'ennemi est effectivement, d'un point de vue rhétorique, discursif et politique, le préalable au massacre et à l'extermination de l'ennemi. Et l'autre élément qui est confirmé par les conditions dans lesquelles la guerre est menée à Gaza, c'est l'effondrement de la distinction entre sanctuaire et champ de bataille, et où la bande de Gaza dans sa totalité, le moindre ville, y compris les hôpitaux, à l'encontre d'ailleurs des dispositions internationales qui en font justement des sanctuaires, sont désormais pensés comme des cibles militaires. Toujours au prétexte qu'il peut y avoir exactement des adversaires, puisque c'est une guerre dissymétrique et qu'on a tout en face... Et que, par ailleurs, indépendamment de cela, la qualification d'apartheid à l'endroit des politiques publiques et de la politique publique menée par l'État israélien à Jérusalem-Est, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, est une qualification, faut-il le rappeler, qui n'est pas une qualification subjective liée à l'indignation de certains. C'est une qualification juridique qui s'appuie sur une convention internationale de 1973. Et par ailleurs, dans le contexte français, rappeler que la qualification d'apartheid est une qualification qui a été utilisée et qui est utilisée en Israël depuis près de 20 ans par des journalistes, et notamment des journalistes du Haaretz, et par d'anciens responsables du Shin Bet, qui considèrent effectivement que la situation faite aux populations palestiniennes relève bien de ce type de caractéristiques, dans la mesure où ces populations voient nombre de leurs droits fondamentaux substantiellement atteints, atteinte à la liberté de circulation, atteinte à la liberté d'installation, atteinte au droit au travail et atteinte à toute série de droits sociaux qui sont considérés dans la Convention internationale de 1973 sur l'apartheid comme constitutives effectivement de ce crime d'apartheid. Mais si on regarde l'histoire et les conditions de préparation de la fondation de cet État d'Israël moderne sur le territoire de la Palestine, en réalité, il n'y a absolument là rien de surprenant. Si on lit les textes des fondateurs du sionisme, à commencer par Theodor Herzl, ils sont pleinement eux-mêmes dans ce bain européen dont on est parti au début, ce bain raciste et colonialiste, à la différence que eux, évidemment, ils subissent des discriminations en Europe, en particulier en Allemagne, en Europe centrale, en Europe de l'Est. Mais enfin, ils disent très clairement, Herzl le dit, et aujourd'hui c'est des passages qui sont inassumables, mais il le dit très clairement, nous allons, en créant un foyer national, un État souverain des Juifs, apporter la lumière de l'Occident à ces peuples non civilisés. Il le dit très clairement. D'abord, il pense le faire en Ouganda. Finalement, ça va se faire en Palestine mandataire prise aux Ottomans. Mais enfin, le projet lui-même, qui aboutit à la situation d'aujourd'hui, finalement, après un peu plus d'un siècle, il est au départ colonialiste et raciste. Oui, et rappeler, parce que c'est même surprenant, enfin c'est à la fois surprenant et pas surprenant, mais dans le contexte français, faire entendre que l'État d'Israël s'est construit sur un processus de purification ethnique qui a débouché sur la Nakba, vous expose quasiment immédiatement à l'accusation d'antisémitisme, alors que la chose est parfaitement démontrée. C'est un fait historique, et c'est un fait historique dont il faut rappeler qu'il a été documenté par un très grand historien israélien qui s'appelle Ilan Pappé. Dont Fayard refuse de continuer à vendre le livre. Fayard refuse de vendre le livre. Et par ailleurs, je le rappelle, enfin, je reprends ces textes d'Hannah Arendt. Hannah Arendt considérait, en dénonçant les modalités de création de l'État d'Israël, qu'en poursuivant dans cette voie, une voie militaire, une voie d'expansion, ce qui adviendrait en Israël, disait-elle et écrivait-elle en des termes parfois extrêmement violents et qui l'ont conduit à rompre avec un certain nombre de ses amis, déboucherait non pas sur l'avènement d'une nouvelle Athènes, libre, démocratique et fraternelle, mais déboucherait sur ce qu'elle a écrit, une nouvelle Sparte, obsédée par sa sécurité, déterminée et vivant par et pour la guerre, et au nom de la défense des frontières, au nom de la défense des Israéliens, lancée dans un processus d'expansion coloniale sans fin,
Et ce qui est écrit par Hannah Arendt dans 1948-1949, hélas, s'est réalisé et se réalise dans des conditions absolument effroyables aujourd'hui, conditions constitutives à minima de crimes de guerre, vraisemblablement de crimes contre l'humanité, et rappelez que des instances de l'ONU estiment qu'il y a là vraisemblablement la commission d'actes de type génocidaire. C'est ce qu'avait très bien vu aussi à la même époque, et d'ailleurs je crois qu'ils avaient signé un texte ensemble, Albert Einstein. Hein. Absolument. Alors Albert Einstein de cet État d'Israël. Et Hannah Arendt signe une lettre publiée dans un très grand quotidien états-unien lors de la venue de Begin aux États-Unis pour mettre en garde les membres entre guillemets de la communauté juive et plus généralement les démocrates américains, non pas au sens partisan du terme, en signalant que ce parti, le parti que dirige Begin, est un parti terroriste et il qualifie ce parti de parti au fond fasciste ou néo-fasciste. Et que cette expression qui a été utilisée à l'endroit de Itamar Ben-Gvir, dont il faut rappeler qu'il est aujourd'hui au gouvernement israélien par une sociologue franco-israélienne, Eva Illouz, qui a suscité dans certains cas des réactions très violentes, est une caractérisation qui avait déjà été faite par Hannah Arendt lorsqu'elle cherchait à comprendre et à analyser effectivement les orientations politiques, les pratiques terroristes de Begin, en rappelant, et c'est très important de le rappeler, que ces pratiques terroristes n'étaient pas uniquement tournées contre les Palestiniens, que ces pratiques terroristes ont également concerné des Juifs opposés à sa politique et qui ont été éliminés au motif que justement ils étaient opposés aux cours politico-militaires initiés à l'époque. Je rappelle que ce livre d'Ilan Pappé, dont on parle à l'instant, que Fayard a décidé de cesser de commercialiser en France, va être réédité dans les semaines qui viennent par les éditions de la Fabrique. Donc c'est le livre d'un historien israélien qui a fini par quitter d'ailleurs Israël et qui établit les faits sur la Nakba, c'est-à-dire sur le déplacement, je crois, de 750 000 environ personnes. Déplacement forcé. Et le massacre de plusieurs dizaines de milliers de villageois palestiniens. Merci beaucoup. Merci à vous. Olivier Lecourt, Grand Maison, d'être venu nous parler de ce livre, donc Racisme d'État, État raciste, une brève histoire. C'est une mise au point très utile que je recommande vivement. C'est paru aux éditions Amsterdam récemment. Merci à vous.